Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Gatéméry et je suis Anne Gersar, votre hôte. Ce podcast porte un autre regard sur le sens que l'on donne à la réussite. Parce qu'au fond, qu'est-ce que réussir ? À quel moment on peut se dire que l'on a réussi notre vie ? Chaque lundi, nous partons à la quête du sens de la réussite avec des invités aux horizons divers. Ils sont cadres supérieurs, entrepreneurs, sportifs ou encore artistes, mais ce qui les réunit, c'est qu'ils semblent avoir trouvé leur vocation. On explore beaucoup de domaines, la musique, l'éducation, l'aéronautique, la restauration, mais aussi des sujets plus pointus, comme l'art de la prise de parole, les neurosciences et j'en passe. Pendant environ 1 heure, j'entre dans l'univers de mes invités pour découvrir l'envers du décor de leur parcours, notamment leurs questionnements, leurs doutes et leur processus de décision qui leur ont permis de redonner plus de sens à leur travail. Mon objectif est que vous tiriez le maximum d'enseignements de ces échanges pour vous en inspirer et ainsi vous rapprocher de votre propre réussite. Si ce podcast vous plaît, la meilleure façon de me donner un coup de main est de me mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, car c'est comme ça que je peux me démarquer dans la jungle des podcasts, mais aussi d'en parler autour de vous, que ce soit à vos amis, vos collègues, sur les réseaux sociaux. Bref, vous êtes mes meilleurs ambassadeurs et ça me donnera un gros coup de boost. Pour ce nouvel épisode de Gatéméry, je vous emmène à Dakar et à New York avec mon invité de marque, le chef Pierre Cham. Pierre a de nombreuses casquettes. Il est ambassadeur de la cuisine ouest-africaine aux États-Unis et dans le monde. Il a ouvert 3 restaurants à New York, dont le Teranga, le dernier de la série, sur la 5e avenue. Et je vous invite d'ailleurs à y faire un tour si jamais vous êtes de passage dans le coin. Pierre est aussi auteur, avec à son actif 3 livres qui ont tous reçu des distinctions prestigieuses, dont celle du meilleur livre de cuisine international par le James Beard Award. Enfin, Pierre est un entrepreneur social qui, à travers sa société Yolele Foods, en soutien aux populations rurales d'Afrique de l'Ouest, il distribue le fonio, une céréale nutritive et sans gluten, dans tous les Whole Foods des États-Unis. Rien ne prédestinait Pierre à être un chef cuisinier. Après son bac scientifique, il se dirige par hasard vers les études de physique-chimie. Et à cause d'une année blanche au Sénégal, il décide de poursuivre ses études aux États-Unis, où son destin l'attendait. Et vous allez découvrir comment dans l'épisode. J'ai adoré m'entretenir avec Pierre, qui se livre avec beaucoup d'humilité et de transparence. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec Pierre Cham. Bonjour Pierre. Bonjour Gare. Je suis super contente de t'avoir sur Gatéméry. Merci de m'inviter. Mais je t'en prie. Alors, je vais commencer par un événement déclencheur qui a changé le cours de ta vie, j'ai envie de dire. C'est le cambriolage que tu as subi dans un hôtel à New York. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Bien sûr, c'est un des moments importants de ma vie, si je veux dire. Donc, je suis tout jeune étudiant. Je viens d'arriver à New York il y a 3 jours. Du coup, tu viens de Dakar, hein ? Je viens de Dakar. J'étais étudiant à Dakar et c'était les années troubles des étudiants à Dakar, la fin des années 80. Donc, on était très politique, les étudiants. On était en période de grève permanente. D'accord. Et donc, cette année-là, le gouvernement a décidé de carrément déclarer une année blanche. C'est ce qu'ils appellent l'année blanche. C'est la fameuse année blanche qu'il y a eu au Sénégal parce qu'il y a eu tellement de jours de grève que voilà, il y avait pas assez de jours de classe, donc pas suffisamment pour faire une année scolaire, quoi. Donc c'était une année blanche et donc pour moi ça a été le déclic. C'est là que ça a commencé. Je me suis dit bon, je recommence à zéro ou bien je cherche une opportunité pour continuer mes études ailleurs. Et donc voilà, j'ai trouvé une université dans l'Ohio qui a accepté mon application et c'est comme ça que j'ai reçu mon student visa, mon visa d'étudiant. Et donc, j'avais un ami qui vivait à New York à l'époque. Et il m'a dit, oh, en allant à Ohio, tu fais escale à JFK. Bon, reste 2 semaines à New York, quoi. Question de visiter New York. Et bon, voilà, c'est une opportunité voilà, quoi. Je me suis dit, bon, parfait. Et donc, je descends à New York et mon ami, il habitait à Times Square. À l'époque, Times Square, c'était pas le Times Square qu'on connaît aujourd'hui. Ah oui? Non, c'était différent. C'était la drogue, les prostitutions, les strip shops et tout ça, quoi. Ah mince. Ok. C'était vraiment le hood, quoi, le ghetto, quoi. Et mon ami, son appartement, entre guillemets, c'était dans une sorte d'hôtel, mais c'est un hôtel vraiment de drogués. C'était l'époque du crack à New York. C'était un fléau. Le crack, c'était une drogue qui avait carrément décimé toute une communauté africaine-américaine en particulier. Et donc, dans cet hôtel-là, il y avait pas mal de tenants de l'hôtel étaient des drogués. On voyait
des seringues dans les toilettes et tout ça, parce qu'on partageait les toilettes en plus. C'était vraiment un truc. Ah oui, horrible. C'était pas un hôtel recommandable. Ouais. Voilà, donc et donc 3 jours plus tard, dans cet hôtel, bien sûr, ils ont dû savoir qu'il y a un nouveau venu, et puis là, on a dévalisé notre chambre. Il y avait tout avec moi, enfin tous les sous que j'avais, tout est parti. Et donc plus de possibilité de continuer dans l'Ohio, parce que c'était ça, quoi. New York, c'était de passage, mais je devais aller à l'Ohio, il fallait que j'achète un billet de train et tout. J'avais 0 franc, quoi. Je me suis retrouvé avec 0 franc, et j'avais toujours mon billet retour pour le Sénégal. Je me suis dit, je retourne au Sénégal, ce pays-là, c'est pas pour moi. Dakar, c'était le paradis. Ouais, c'est un accueil qui est assez brutal, quoi. Ah ouais, non, non, et puis il commençait à faire froid, c'était l'automne déjà. Bon, moi, je venais de Dakar, j'habitais pas loin de la plage. Je connaissais pas les seringues, le crack et tout ça, c'était des choses C'est clair. Ouais, je voyais ça à la télé quand je voyais Scarface et tout, mais bon, sinon, sinon je connaissais pas, quoi. Et les gens étaient vraiment, voilà, il y avait rien d'hospitalier, quoi. Sachant que toi, quand tu es venu aux États-Unis, c'était pour continuer tes études de physique-chimie, non? Voilà. Je faisais des études de physique-chimie à l'université de Dakar. Et l'objectif, effectivement, c'était de continuer ces études de physique-chimie. Pourquoi tu as fait ce choix? J'ai fait un bac C qui était en fait maths physique, et j'ai été orienté en physique-chimie parce que j'ai été un peu plus que moyen en physique-chimie, quoi. Mais c'était pas que j'avais une passion pour ça. D'accord. Ou quoi que ce soit. J'avais aucun rêve d'être travailler dans un laboratoire ou d'être chimiste ou quoi que ce soit. C'était juste que j'étais mieux en physique-chimie qu'en philosophie, quoi. Voilà, quoi. Donc, donc, je me suis retrouvé en physique-chimie, et puis bon, je me suis dit, voilà, c'est ma voie, je vais faire la physique-chimie. Et puis, après ça, donc, quand j'ai cherché un visa d'étudiant, donc, j'ai demandé une application à une école pour ce que je faisais, la physique-chimie. Et puis voilà, on m'a pris pour ça. C'était tout, hein. Donc, j'avais pas de passion pour ça, mais c'était ça. J'étais entendu avec mes parents et tout ça. J'allais continuer mes études en physique-chimie. D'accord. Et du coup, quand tu te fais cambrioler, et après, tu réagis comment? Qu'est-ce que tu fais justement après? J'avais plus 1 franc. J'avais un billet retour. Et heureusement, j'avais mon passeport parce que je gardais mon passeport toujours sur moi. Smart. Et donc, mon billet, ils l'ont pas pris. Donc, voilà. Donc, je me suis dit, voilà, je retourne au Sénégal. Oh, putain, la merde. Parce que là, je vais devoir expliquer à mes parents que, voilà, 3 jours après que je suis arrivé. Et c'est des sous que, voilà, quoi, qui n'étaient pas faciles à trouver. Mes parents, ils m'ont donné leurs économies et tout ça. C'était vraiment, embarrassant, quoi. Plus qu'embarrassant. Bien sûr. Donc, un ami à moi, un nouvel ami que j'ai connu dans l'hôtel parce que il y avait une petite communauté de Sénégalais. Ouais. Et l'un d'eux, il travaillait dans un restaurant dans le West Village, et il m'a dit que le restaurant cherchait à embaucher un busboy. Donc, le busboy, c'est une personne qui n'a pas particulièrement d'expérience, et tout ce qu'il a à faire, c'est voilà, quoi, nettoyer les tables. Quand les clients finissent de manger, il prend les assiettes vides et les ramène en cuisine. Et c'était ce qu'on voulait que je fasse. Et je me suis dit, bon, je vais essayer de faire ça, me faire un peu d'argent. Ouais. Et peut-être assez d'argent pour continuer en Ohio, quitter cette ville de fous rapidement, et puis aller reprendre mes études. Donc, c'était ça. Je me suis dit, bon, je vais commencer. Donc, j'ai commencé à faire le busboy dans ce restaurant qui s'appelait Garvin's. Mm-hmm. Et donc, tous les jours, j'étais régulièrement en cuisine, et c'est là que j'ai commencé à faire mes connexions, mes amis en cuisine. Les premiers amis aux États-Unis, c'était ces gens-là, quoi. Donc, j'amenais les assiettes vides en cuisine, et je passais un petit moment, je parlais avec le plongeur, je parlais avec les cuisiniers. Et bon, moi, j'essayais de pratiquer mon anglais. Bon, voilà, quoi. J'étais le petit nouveau. Ouais. Et le chef, on a connecté parce que lui, il pratiquait son français avec moi. Donc, chaque fois que je venais en cuisine, il passait son temps à parler et tout. Et il a vu que, voilà, quand je lui ai raconté un peu mon histoire, il s'est dit, ah ben, tu as besoin de faire un peu plus de sous. Pourquoi, quand t'as pas fini tes chiffres de busboy, tu peux venir en cuisine. Je te donne des chiffres de plongeur. Voilà. Et si t'es plongeur, c'est comme ça qu'on commence la cuisine. Je peux t'apprendre la cuisine comme ça. Tu vois, le mec, il a vu en moi. Sympa. Voilà, Ouais. quoi. Il s'est dit, voilà, tu commences au bas de l'échelle, et c'est la meilleure école. Et donc, lui, c'était vraiment le mec de l'ancienne école, quoi. Et c'est comme ça, hein, que j'ai commencé plongeur. De temps en temps, je faisais ça. Et puis, après, de temps en temps, il m'amenait à éplucher des pommes de terre, des choses comme ça. C'était le plongeur. La progression après, c'est préparation. On fait la prep. Mm-hmm. Après la prep, quelque temps en prep. J'ai pas aimé, hein, du tout. Plongeur, surtout, j'ai pas aimé du tout. Je pense que ça doit pas être cool, non? Ça doit pas être cool. Ah non, c'est un restaurant qui fonctionnait à fond, donc il y avait tellement de vaisselle et tout. Quand tu passes de busboy, prep, plongeur, etc., dans ta tête, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu te dis, ah, j'aime bien ce métier, je vais continuer, ou tu te disais, je le fais temporairement et je pars, quoi? Tu vois? Non, ouais, moi, non, j'ai jamais pensé que j'allais faire
Tu vois, d'abord, c'était la première fois que je travaillais de ma vie. Tu vois, j'ai jamais travaillé de ma vie. Ouais. Et j'ai jamais pensé que ce genre de boulot-là, je pourrais le faire, quoi. J'étais dans ma tête, c'était dur, hein. Physiquement, c'était dur. Plongeur, c'était, tu vois, les grosses casseroles en fin de soirée, parce que bon, voilà, je faisais boss boy pendant le service, donc les grosses casseroles, ils les gardent pour le plongeur de la nuit. Les salauds. Pas cool. Ah ouais, non, c'était pas cool. Il y avait un Haïtien qui était plongeur avant moi et lui, il faisait exprès parce que lui, il gardait vraiment les grosses casseroles pour quand j'arrive, quoi. Moi, je me tapais ça. Je pouvais le tuer, ce gars-là. Donc, j'aimais pas ça, mais je me disais, tiens, bon, c'est un moment à passer, tu vas te mettre de l'argent de côté, tu vas partir en Ohio et tu vas retourner dans la vie normale, quoi. Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui a fait que, du coup, à un moment de ton parcours, tu t'es dit, en fait, c'est pas mal, je pourrais faire carrière ici, enfin, dans le secteur de la restauration? Ben, écoute, c'est intéressant. Autant je détestais le boulot de plonge, autant l'ambiance de la cuisine me plaisait, tu vois. D'accord. Déjà, les assiettes, quand je voyais les assiettes sortir, elles étaient toutes très belles, tu vois. Et moi, ça m'a ramené à une époque. C'est intéressant parce que quand j'étais tout jeune, très, très jeune, ma maman avait une collection de livres de cuisine, Larousse culinaire. D'accord. Et c'est un truc qu'elle avait, je sais pas, elle avait dû recevoir ça à son mariage, un cadeau, quelque chose comme ça. Mais c'était dans notre salon, c'était, tu vois, ça faisait partie des livres de la bibliothèque. Voilà. Et moi, ce livre-là, c'était quelques livres, tu vois, 5-6 livres. Et c'était ceux que je prenais tout le temps. J'étais tout jeune, hein, je devais avoir 5-6 ans peut-être. Mais j'adorais les photos de ces livres, tu vois. J'étais déjà, ouais. Là, quoi. Je salivais, quoi. J'ai pris ça pendant plusieurs années. Dans ma jeunesse, souvent, je prenais le livre et je feuilletais les images juste pour les belles photos et des plats que ma maman ne faisait jamais, même. Et donc, là, je suis à New York maintenant, quelques années plus tard, et je vois un restaurant, je travaille dans un restaurant, et je vois des assiettes qui ressemblent à ces assiettes-là que je voyais dans le livre. Donc, tu vois, je suis un peu fasciné parce que j'ai toujours été curieux de manger ces plats-là qui sont si beaux et tout ça. Bien sûr. Donc, il y avait ce dilemme-là en moi. Je détestais la plonge, mais j'adorais l'ambiance de la cuisine. Et puis, les mecs en cuisine étaient tous très sympas et tout. Et le chef surtout, qui m'encourageait. Et je me suis rendu compte que voilà, quoi, en progressant, après la prep, j'ai fait garde-manger. Donc, garde-manger, on commence à faire les salades, on commence à prendre une petite vinaigrette et tout ça. Donc, ça commence à être plus intéressant. J'ai une hausse de salaire aussi. Pas grand-chose, hein, mais un petit truc. Oui. Et donc, je vois qu'il y a un potentiel ici. Et ça commence à vraiment me prendre, quoi. Ça me prend parce que je commence à poser des questions plus intéressantes au chef. Et le chef voit que j'ai ça, quoi, en moi. Et il me propose des fois, il me donne des livres. Il me propose de lire des livres. Il me dit, voilà, lis tant que tu peux. Il y avait une bibliothèque pas loin de chez nous. New York a des bibliothèques partout. Il y avait une bibliothèque qui avait pas mal de livres de cuisine. Le chef me dit, va à la bibliothèque, c'est gratuit. Tu prends des livres, tu lis et tout ça. Et voilà, quoi. Donc, je me suis mis comme ça à me retrouver passionné de cuisine. C'est graduellement que c'est venu, mais c'est un accident de l'histoire, quoi. C'est vraiment un accident. C'était jamais un plan. Et donc, voilà. Donc, après ce restaurant, après Garvin's, j'ai fini garde-manger. J'ai fait le grill, j'ai fait les sautés, c'est la station des sautés et tout ça. Et puis, j'ai été embauché dans un restaurant italien. Après ça, j'ai travaillé chez les Italiens pendant quelques années. J'ai quitté, j'ai travaillé dans un bistrot français chez Jean-Claude pendant quelques années. Et donc là, maintenant, voilà quoi. Je ne pensais plus mettre de l'argent de côté pour la physique-chimie. C'était fini. Oui, là, c'était fini. Ça, du coup, j'aimerais bien revenir là-dessus. Quand tu décides de dire bye à la chimie, quoi, comment ça se passe? Est-ce que tu en parles à tes parents déjà? Est-ce qu'ils le savaient? Et comment ils ont réagi? Excellente question. Parce que ça, c'est un vrai sujet, hein. Écoute, pendant quelques années, j'ai menti carrément, quoi. J'ai honte de le dire, mais j'ai menti. C'est la vie. Et non, c'est vrai parce que et j'ai la chance parce que c'était l'époque où on n'avait pas encore les cell phones et tout ça. Donc, pour que mes parents me joignent au téléphone, c'est qu'il faut vraiment que je fasse un effort de les appeler parce que c'était moi qui devais appeler. Et quand j'appelais, c'était toujours, je me faisais gronder parce que je prenais longtemps pour appeler. Et donc, après ça, c'était cher d'appeler. Donc, on peut pas rester trop longtemps au téléphone. Donc, c'est le temps qu'on te dise comment vont tes études et tout ça. Ça va. Et puis, je raccroche. T'expédier la question, quoi. Tout va bien, ça va. Bon, on s'accroche, voilà. Mais bon, jusqu'au jour où mon oncle, qui travaillait dans le gouvernement, est venu aux États-Unis. Et donc, il fallait qu'il me voie. Comme mes parents m'ont prévenu, voilà, tonton arrive et tout. Il montre, on va voir dans quelles conditions tu es et tout ça, voilà. Et où est-ce que tu es, quoi. Donc là, il fallait que j'avoue tout ça. Donc, j'ai pas tout avoué, mais j'ai dit, voilà, je suis à New York et tout.
Mes parents, tu sais, aussi, ils étaient pas trop, ils savaient pas trop vraiment, les États-Unis. Tu es à New York, tu es à l'Ohio. Bon, je sais pas trop. Ils ont pas trop fait là. Oui, c'est flou. Même pour les Français, c'est flou, donc. Voilà. Donc, quand mon oncle est venu, d'abord, bon, il est venu, il a insisté à voir où j'habitais. Et à l'époque, j'habitais encore avec un groupe de gens. C'était pas terrible et tout ça. Mais donc, il a vu que c'était les conditions, c'était pas Dakar, quoi. Ouais. Donc, C'était pas la belle vie dakaroise. voilà. Et donc, lui, il a su, quoi. Il a su que, voilà, que c'est pas ce que je disais. Et donc, j'ai compris qu'il fallait que je parle à mes parents assez tôt. Et avant que tonton ne leur dise. Bon, mon oncle, c'était mon pote aussi, là, il n'allait pas me lâcher comme ça. Mais bon, il m'a encouragé, il était très encourageant. Il m'a dit, bon, voilà, que lui aussi, il avait eu des situations pareilles quand il a fait ses études en France, quand il était jeune. Mm-hmm. Et il me dit, voilà, aussi, c'était dur comme ça, hein. Donc, te décourage pas. Toi, à l'époque, t'avais quel âge? Je suis arrivé à 19 ans. Ah oui, tu étais hyper jeune. Ouais, j'étais jeune, ouais. Ouais, je connaissais rien de la vie, quoi. Et puis à Dakar, c'était là pour nous, quoi. Ouais, c'est une vie choyée, quoi. Oui, bien sûr. Oui, On oui. était choix et on a faim, on va manger, quoi. Et voilà, quoi. Ouais. C'est vrai que là, tu te jettes dans un inconnu total. Voilà. Et du coup, tes parents, quand tu leur as dit, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils l'ont pris? Ma crainte, c'était le fait que je leur dise que je suis intéressé par la cuisine, tu vois. C'était un truc pour moi. Je suis un homme, je suis sénégalais. C'est pas un boulot de mec, quoi. Je pensais pas qu'ils allaient comprendre parce que ici, je leur dis, moi, quand j'étais arrivé, déjà, le choc pour moi, c'était de voir que des mecs en cuisine, ici, aux États-Unis. Et mes parents, pour leur expliquer ça, que non, ici, c'est un boulot de mec, voilà. C'était culturel, quoi. C'est vrai. Et en fait, c'est une cousine à moi, ma cousine qui m'a une fois appelé au téléphone. Elle rigolait, elle me dit, ah ouais, il paraît que je suis cuisinier. Ça la faisait rire. Et donc, c'est là que je me suis dit, bon, voilà, quoi, il faut que je parle vite à mes parents. Si Alice sait, bon, tout le monde doit savoir, quoi. Et donc, moi, j'ai commencé avec ma maman et je lui ai dit à ma maman que voilà, quoi, bah, moi, écoute, moi, ma passion, c'est ça, quoi, je suis intéressé par la cuisine. Et ma maman a eu une réaction qui m'a fasciné, quoi, parce qu'elle a immédiatement, elle adorait la cuisine, comme je te dis, elle avait une collection de livres de cuisine et tout ça. Elle m'a dit, ah, mais c'est excellent, tu vois. J'étais choqué, quoi, j'ai pas compris. Ouais, mais ça c'est drôle parce que souvent, ça j'en parlais aussi à une autre amie qui me disait qu'en fait parfois on se met trop de pression soi-même, Ouais. alors qu'en fait nos parents ils veulent juste qu'on soit heureux en réalité. Donc c'est nous-mêmes qui nous mettons une pression extraordinaire, alors qu'en fait elle a même pas lieu d'être. Voilà, exactement. Et après, mon papa m'a pris le téléphone et tout ça, il était très encourageant et tout. Ils étaient là, voilà, hey, maman, tu vas me donner des recettes et tout ça. Super. Du coup, il y avait tout un fardeau qui sortait de moi. J'étais libéré, quoi. J'étais libéré à, tu vois, explorer la cuisine à fond et même revenir cuisiner pour mes parents un jour et tout ça. Il y avait plus de limite, quoi. C'est trop bien. Dans ton parcours, à un moment, tu intègres le restaurant Boom à New York. Ouais. Ça, je pense que ça marque quand même, c'est un tournant dans ta carrière parce que tu ouvres un restaurant à Miami. Mm-hmm. Est-ce que tu peux un peu me raconter comment ça s'est passé, comment tu as obtenu le travail et quels ont été les grands enseignements que tu en as tirés? Boom, comme je dis, ça a beaucoup changé de choses parce que d'abord le chef Jeffrey Murray, c'est un ami toujours, c'est un mentor pour moi. Mm-hmm. C'est vraiment lui à qui je crédite ce que j'ai aujourd'hui, quoi. Parce que même l'intérêt que j'ai eu pour la cuisine de chez moi et tout, c'est vraiment à lui que je le crédite, quoi. Avant ça, comme je t'ai dit, j'ai travaillé américain, italien, français, et puis bon. Et puis, boum, Jeffrey, c'est un chef qui voyageait énormément dans le monde et qui ramenait tout le temps des recettes intéressantes. Et c'était ça son style. C'était une cuisine assez globale, ethnique, plutôt Asie du Sud-Est et tout, mais il était curieux, quoi. Il était très curieux. Et donc, moi, j'ai appris ça en lui, quoi. J'ai appris que je pouvais être curieux, je pouvais imposer une cuisine, amener une cuisine, mon style, quoi. La cuisine, en fait, c'était une façon de m'exprimer à moi, quoi. C'était une façon de retrouver ma voix. Et ma voix, elle vient de ma culture. C'est avec lui que j'ai appris ça. Donc, c'est avec lui que j'ai appris à revisiter la cuisine de chez moi. D'accord. Mais donc, ça a commencé au début à Boom. J'ai commencé à cuisiner et au fur et à mesure, le restaurant avait énormément de succès. Boom, c'était à Soho. À l'époque, Soho commençait vraiment à exploser. Il y avait tout le monde, toutes les célébrités venaient à Boom, les Madonna, tu vois, les Lenny Kravitz. C'était régulièrement, quoi. Bob Dylan, on avait tout le monde. Ça avait énormément de succès. Et donc, avec le succès, on a eu à ouvrir d'autres locations. Donc, on a ouvert Boom dans les Hamptons. Quand ça a commencé Boom dans les Hamptons, il fallait qu'on prenne le sous-chef, qui était le chef de cuisine, pour qu'il aille ouvrir dans les Hamptons. Et donc, il fallait qu'il y ait une promotion maintenant. Et pour choisir la promotion, on a choisi dans nos rangs. Jeffrey a décidé que ce soit moi qui fût cette personne. Et donc, je me suis trouvé sous-chef et chef de cuisine à Boom, à Soho. Et c'était choquant parce que les autres, personne ne s'attendait à ça. En fait, moi, je m'attendais même pas à ça parce que bon, j'étais l'immigré, le noir et tout ça, alors que les autres, c'était genre qui ont fait des écoles de cuisine et tout ça, des mecs, tu vois, blancs.
Oui, Voilà, il faut le dire. Ça, moi, j'ai aucun problème. faut le dire. Et il y a eu des jalousies d'ailleurs même. Il y a eu pas mal de blocages et tout. Mais moi, en fait, j'avais une éthique de travail qui était folle, quoi. Je bossais dur. Je bossais dur parce que j'avais commencé ça à l'époque, comme je t'avais dit, je prenais 2 boulots quand j'étais arrivé à New York parce que je pensais que j'allais me faire des sous et retourner à l'Ohio et continuer mes Mhm. études. Et là, donc, c'était toujours ça, quoi. Je bossais dur, je tenais à progresser maintenant, réussir dans la cuisine maintenant. Il fallait que je bosse dur. Et le plus tu bosses, on est payé à l'heure aussi, donc le plus je bosse, le mieux je suis payé et tout. Donc je prenais des shifts, j'ai commencé à travailler avec le chef pâtissier, donc je me suis retrouvé à faire la pâtisserie et le show, tu vois. Donc j'étais la personne qui méritait le boulot de sous-chef. C'est comme ça que je l'ai eu. Et donc j'ai tenu le sous-chef et pendant que en fait j'étais devenu même le chef de cuisine carrément à Boom parce que l'exécutif chef, il supervisait tout son petit empire, il était jamais là. Et le restaurant est resté au même niveau, quoi. On a toujours eu les mêmes revenus, la même clientèle, pas de plaintes, la cuisine est bien sortie. Et donc, quand il y a eu l'opportunité d'ouvrir à Miami, j'étais le choix idéal, quoi, parce que j'ai tenu le restaurant de Soho, je pourrais tenir le restaurant de Miami. Et donc, voilà, donc je suis allé à Miami, on m'a dit, en allant à Miami, tu tiens ce restaurant, c'est dans les quartiers, c'est sur South Beach, en plus, la zone vraiment hip de Miami, c'est comme le Soho de Miami. On m'encourage à emmener des influences de chez moi. J'avais commencé ça un peu à Boom, quand j'étais devenu chef de cuisine à Boom, j'avais commencé à amener des petites influences de chez moi parce que en restaurant, il y a quelque chose qu'on appelle les plats de famille. La famille, c'est le staff, l'équipe, quoi. D'accord. Chaque jour, avant le service du soir, on fait un plat et tout le monde, les serveurs, les managers, tout le monde, les bartenders, tout le monde, on mange ensemble, quoi. Super. Et donc, moi, quand on faisait ces plats-là, chacun c'était son tour de faire le plat. Et quand c'était mon tour, les gens, ils adoraient parce que je commençais à mettre maintenant des plats sénégalais. Ouais, enfin, t'avais plus de liberté, quoi. Donc, tu pouvais un peu tester tes idées. Je testais. Et quand je testais ça, les gars, ils étaient raffolés. Ils me disaient, mais pourquoi on sert pas ça dans le menu et tout? Et donc, j'ai commencé à mettre des petits trucs dans le menu. Et la première fois que j'ai mis un plat sénégalais dans le menu, c'était un mafé, en fait, hein, végétarien. Ouais. Sauce à l'arachide, ouais. À l'arachide, voilà. Et par coïncidence, il y avait une journaliste qui était dans le restaurant ce jour-là, une journaliste food critic là qui écrit sur la cuisine. Mhm. Et elle a écrit un article sur le restaurant et elle a parlé particulièrement de cette sauce que j'ai faite. Alors moi, pour moi, c'était la première fois que j'avais quelque chose de moi dans les journaux, en fait, dans le New York Post en plus. Donc c'est quelque chose d'important, quoi. Je me suis dit, mais ça c'est intéressant, quoi. Et j'ai d'autres sauces comme ça. Ah oui, il y en a plein, pour le coup. Ah, chez nous, il y a des trucs intéressants. Et puis, je me disais aussi à New York, c'est la capitale culinaire du monde. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de restaurant africain à part les gargotes pour les immigrants et tout qui existaient à Harlem. Mais bon, sinon. Ouais, il n'y avait pas ce côté chic, vraiment un restaurant chic où on pouvait aller manger et découvrir la culture d'autres pays, quoi. Voilà. Et donc, c'est là que j'ai commencé à avoir cette idée en tête, quoi. Je me suis dit, mais ça peut être une mission à moi, quoi. Donc, je me suis dit, je vais commencer à intégrer ces petits. Puis, depuis que j'avais dit à ma maman que je faisais la cuisine, elle commençait à me donner des recettes. J'ai changé des recettes avec elle. Elle me donnait pas mal de recettes que j'ai intégrées maintenant dans ces cuisines-là. Ce que j'ai fait à Miami, j'ai intégré des plats sénégalais, des plats, des influences sénégalaises. Bon, je les ai ajustés, je les ai adaptés à ce que j'avais appris ici. Bien sûr. Et ça marchait, les gens, ils adoraient ça. Et donc, moi, c'était devenu mon truc, quoi. Ta marque de fabrique, quoi. Voilà. Je t'ai dit, ouais, t'avais trouvé ta voie. J'ai trouvé ma voie. Je vais m'inspirer de cette cuisine pour la présenter au reste du monde. Super. Donc, en 2001, après 12 ans d'expérience dans les restaurants, ce dont tu nous as parlé, tu décides de faire le grand saut et de lancer ton propre restaurant. Voilà. Alors, j'ai 2 questions. Ma première, c'est pourquoi tu as fait ce choix? Et ma deuxième, c'est quelles ont été les choses que tu n'avais pas anticipées et auxquelles tu as dû apprendre sur le tas et t'adapter. Parce qu'il y a une différence entre être chef dans un restaurant et diriger ce restaurant, quoi, je pense. Est-ce que tu veux m'en dire plus? Comme tu dis, c'était un saut énorme. Ouais, c'est ça. Je n'avais aucune expérience de la gestion d'un business déjà pour commencer. Je me suis associé à des amis parce que c'était des amis qui n'avaient aucune expérience de la restauration carrément. Mais j'avais ce rêve, quoi. J'avais ce rêve et j'avais cette passion. J'étais convaincu que j'allais ouvrir le premier bistrot africain à New York City. Et bien sûr, le restaurant, il n'était pas à Manhattan, il était dans le ghetto carrément de Brooklyn, quoi. Mais pas Brooklyn que tu connais aujourd'hui. C'était une zone qui s'appelle Bed-Stuy. C'est vraiment la zone, quoi. Il n'y a jamais eu de restaurant de ce genre là-bas. Ok.
Mais j'étais un pionnier là-bas. Faut voir maintenant, ça est presque chic maintenant. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est ça qu'il y a de bien quand tu es pionnier. En fait, tu as aussi une sorte de phare, quoi, une destination. C'est ça. Et donc, on est devenu une destination. Comme je te disais, on n'avait aucune idée vraiment ce qu'on faisait, à part que voilà, je savais que je pouvais introduire cette cuisine. J'ai eu des opportunités. Le restaurant était vraiment top. Un ami à moi, ivoirien, paix à son âme, il avait une collection de sculptures et de statues de Côte d'Ivoire qu'on a fait venir. Et donc, le restaurant avait vraiment un look afro-chic et c'était aussi nouveau. Donc, ça a intéressé les médias. On a eu le New York Times, on a eu on a eu Channel 7, la télévision et tout qui sont venus parce que les saveurs étaient nouvelles. On avait, donc le reste a fonctionné sur cette culture sénégalaise. On avait une petite galerie derrière où on exposait des artistes, des peintres sénégalais, pas seulement sénégalais, des peintres aussi de Brooklyn aussi. Génial. Ouais. Et donc c'est devenu ce centre culturel là, quoi. C'était connu, hein, jusqu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, les gens quand ils en parlent, quoi. Yolélé, c'était. Ouais. Mais ça n'a pas pris long feu parce que le partenariat n'était pas solide. On en a tenu, je crois, 4 ans. C'est l'erreur, quoi. C'était prendre des potes et tout ça, et puis bon. C'est aussi important de le dire, hein. Justement, ne pas se lancer comme ça. Mais après, voilà. Je pense que t'en as tiré les leçons qu'il fallait. Ah oui, non, j'en ai tiré les leçons. Immédiatement après, j'ai ouvert un autre restaurant à Brooklyn aussi, mais dans un quartier encore plus intéressant, relativement plus intéressant, quoi. C'était toujours aussi le Brooklyn quand même. Donc le Grand Dakar, parce que Grand Avenue, c'était sur Grand Avenue. Grand. Ok. Ouais. Et puis Dakar, parce que je suis de Dakar, c'est venu comme ça. Grand Dakar, voilà. Donc, simple et efficace. voilà. Et puis le Grand Dakar, c'est un nom de quartier à Dakar aussi. Ouais. Donc ça tombait bien. Et cette zone-là, Grand Avenue et Clason, avant que j'arrive, ça s'appelait, il y avait un surnom pour ça s'appelait le Shooting Alley. C'était donc les zones de coups de feu, quoi. C'est vrai. Apparemment, il y avait tellement de coups de feu la nuit. Donc c'était quand même un quartier assez dangereux, quoi. Et donc nous sommes venus. Le Grand Dakar arrive. Et donc, ce restaurant africain, le même look, tu vois, bien avec tu vois, on avait un bar, on avait un lounge, on avait, tu vois, le look. Et c'est devenu une destination aussi parce que le Yolélé la clientèle du Yolélé, ils sont venus ici au Grand Dakar et commençaient à me faire un petit nom déjà. Et j'avais cette envie aussi. Je voulais toujours que le restaurant soit, comme je disais tout à l'heure, plus qu'un endroit où on vient pour manger. Je voulais que les gens viennent, mais que ce soit une expérience. Ouais. Une expérience. Il y avait pas mal de préjugés sur l'Afrique et tout. Et je voulais que les gens qui viennent en sortent transformés. Ouais. Je montrais cette culture africaine. Donc, j'avais des événements du genre, c'est un block party, en fait. Je demande la permission à la ville de fermer la rue en face du restaurant. Et je prenais tous les business à côté, je les intégrais. On faisait vraiment une fête pour la communauté, quoi. Donc, pour nous, moi, je mettais une estrade au milieu de la rue. Génial. À Harlem, il y avait des Sénégalais batteurs de tam-tam, genre la famille de Doudou Ndiaye Rose, là, qui est une famille assez connue. Oui. Je les embauchais, ils faisaient un sabar en plein Brooklyn. Super. Le sabar, c'est une danse sénégalaise, hein, pour ceux qui ne savent pas. On sortait la cuisine carrément dehors, on faisait un grand méchoui, un agneau entier cuisiné dehors. C'était une ambiance de kermesse, quoi, de foire. Et à un moment, on a même eu tellement de succès que CNN est venu filmer le bloc party du Grand Dakar. Ça, c'est le Grand Dakar. Et je sais qu'après, tu l'as fermé aussi. Ouais. Déjà, un, pourquoi tu l'as fermé? Et deux, qu'est-ce qui a motivé le choix du Teranga à New York? Du coup, qu'est-ce qui était différent? Entre Yolélé et le Grand Dakar, j'ai écrit mon premier livre de cuisine qui s'appelait Yolélé, Recipes from the Heart of Senegal. Hein. C'était un livre, je voulais expliquer d'où venaient mes inspirations. Donc, c'était vraiment la cuisine qui était inspirée par la cuisine de mon enfance, ma maman, mes grands-mères et tout. Et donc, j'ai voyagé avec un photographe, Adam Bartos. On a fait les visites de mon enfance, quoi. Donc, c'est-à-dire le Dakar et la Casamance. D'accord. Dans ce livre, il y a plein de photos, de belles photos de ces moments de cuisine et tout ça. Et je parle de ces recettes traditionnelles et des recettes imaginées. Après ça, donc, j'ai fermé le Yolélé et après, je vais fermer le Grand Dakar pourquoi? Parce que le quartier est devenu un quartier complètement métamorphosé. Après que le Grand Dakar a ouvert, il y a eu d'autres trucs qui ont ouvert à droite, à gauche de moi et c'était un peu plus élégant devenu. Maintenant, le quartier était devenu plus cher et donc le loyer a augmenté et moi, je pouvais plus supporter ce loyer-là. Mm-hmm. Et donc, voilà quoi. Donc, c'était la fin. Je suis mort de ma belle mort après 7 ans au Grand Dakar. Donc, j'ai fermé le Grand Dakar. Entre-temps, la décision de fermer est venue parce que ma maison d'édition, qui avait signé mon premier livre,
m'a signé un contrat pour un deuxième livre. Le premier livre a été très bien reçu. On a été finaliste du prix Julia Child Award. On a eu un prix au Gourmand Award à Paris. On a eu pas mal de reconnaissances. Donc, j'ai un contrat pour le deuxième livre. Le restaurant commence à me faire chier. C'est beaucoup de travail parce que je fais tout seul. Je cours au marché. Je fais le management. C'est une question que je me pose personnellement. Je me dis, quand on a une passion pour la cuisine, je pense qu'on aime, c'est vraiment cuisiner. Tu vois? Ouais, voilà. Mais après, tout ce qui est gestion, tu vois, gestion du personnel, comment tu gérais ça? Non, j'aimais pas du tout. J'aimais parce que voilà, c'était mon truc. Mais après quelques années, après 7 ans, c'était dur, quoi. Surtout que voilà, chaque fin de mois, il fallait suer pour payer les loyers et tout ça. C'était payer les employés qui te prenaient de la tête. Ils gagnaient plus que toi-même à la fin. Tu bosses pour qui, là? Tu bosses pour eux, ces gars, et tout ça. Et donc, la maison d'édition me signe un contrat et me donne une avance pour écrire un deuxième livre. J'ai dit, ouf, ça, je vais fermer le restaurant. Je vais voyager au Sénégal. Je vais m'inspirer, retrouver, voilà, cet amour et écrire le livre. Voilà, le livre que j'ai toujours voulu écrire, tu vois. Ouais. Donc, ce livre-là, je voulais l'écrire parce que je voulais voyager et parler de la source de la cuisine. Parce que tu vois, le premier livre, c'était la cuisine qui m'a inspiré, la cuisine de mon enfance. Maintenant, je voulais parler de la source de la cuisine. D'où viennent ces ingrédients-là? Qui sont les producteurs derrière ces ingrédients? Avant de parler de l'assiette, parce que le livre de cuisine traditionnel des chefs, c'est toujours, on ouvre et c'est les belles photos des assiettes et tout, mais on ne va jamais au-delà de ça. D'où viennent ces assiettes? D'où viennent ces... Ouais, je suis d'accord. Et c'est ce que je voulais que ce livre soit. Et donc, j'ai voyagé avec un photographe, Evan Song, qui est un excellent photographe, Taiwanese American. OK. Et on a fait le tour du Sénégal. Et on passait du temps en Casamance avec les femmes qui faisaient la récolte du riz. On passait du temps à Ouakam avec les Lébous qui faisaient la pêche. Trop bien. On passait du temps à Kédougou avec les femmes qui font le fognon. Ainsi de suite. Donc, à Kermoussa avec les moines qui font même le fromage. Tu vois, tous les différents producteurs au Sénégal. Et chaque fois, c'était, dans le livre, il y a un profil de ces personnes-là, ou d'une de ces personnes, la personne qui fait l'huile de palme et tout ça. Et puis après, il y a des recettes connectées à ce produit, tu vois. Et c'est comme ça que le livre a évolué. Enfin, je trouve que ça répond parfaitement à une demande, en fait. Absolument. Quand on mange, on a envie de savoir d'où vient le produit, qui l'a produit et comment ça a été fait. Voilà. Ça, c'était en quelle année? Le livre est sorti en 2015. Mais le temps de le préparer, de l'écrire et tout ça, ça m'a pris 3 ans. J'ai fermé le restaurant. Ah oui, quand même. Ouais, j'ai un travail, quoi, un beau travail. Le livre, je suis tellement fier de lui. Il est toujours là. C'est une référence aux États-Unis. Il a été finaliste du James Beard Award. C'était unique aussi, à l'époque. Parce que quand le livre est sorti, donc c'est là que je me suis dit, il est temps que je fasse mon prochain restaurant. Et le prochain restaurant, je vais le faire de sorte que non seulement ça reflète ce que je fais par rapport à ma cuisine et la connexion avec le terroir et les producteurs de l'Afrique de l'Ouest. Et je veux pas me casser la tête à courir comme je faisais à l'époque. Je veux que ce soit bien organisé et tout. Et je veux aussi atteindre une audience beaucoup plus large. Oui. Et donc, je me suis dit, si je faisais un restaurant genre Yolélé ou le Grand Dakar, c'était une unité. Voilà, les gens viennent, ils s'assoient, ils mangent. Donc, je veux que ça aille plus vite, qu'il y ait plus de monde. Et c'est là que j'ai vu, il y a un nouveau système, c'est plus si nouveau maintenant, un concept qui s'appelle le fast casual. Le fast casual restaurant, c'est des restaurants que les chefs font maintenant. Et c'est de la cuisine de qualité, des produits de qualité. Mais le client, il fait son propre bol, par exemple. Mm-hmm. Et donc, il vient, il y a le menu qui est sur un tableau. Et il choisit ses graines, il choisit sa protéine, il choisit ses légumes. Et je me suis dit, ça, c'est peut-être le moyen idéal pour intégrer même une zone des consommateurs américains que je n'avais pas pu intégrer à travers mes restaurants. Bien sûr. Parce que là, ils sont moins intimidés. Ouais. Quand ils viennent dans un restaurant, ils disent, oh, c'est africain, on leur donne les plats déjà faits et tout. Et des fois, ça peut faire peur, surtout quand ils ont eu beaucoup de préjugés sur l'Afrique et tout ça. Oui, c'est ça. C'est que comme c'est une première fois, enfin, faut dire aussi l'expérience, faut la rendre douce, hein. Faut pas non plus arriver d'un coup. Pour certains, c'est pas mal, mais pour d'autres, faut y aller mollo, quoi. Voilà, il faut y aller mollo. Et c'était ça le pari. C'est comme ça que le Teranga a eu ce succès-là, parce que le Teranga est arrivé et il faut voir que la clientèle du Teranga, elle est exactement le type de New York, quoi. Ouais. Diverses, tu vois, des genres asiatiques, blancs, noirs, égal, quoi, tu vois. L'accueil que Teranga a reçu était aussi unique à tous les niveaux. Hein. La presse, la première année, on a eu, je crois, 5 articles du New York Times. Sans compter tous les autres, quoi. Et puis bon. Trop bien.
Mais pour moi, Teranga, c'était une continuation, tu vois. Je voulais que ce soit, je sais pas, c'est pas parler j'ai une compagnie de distribution de produits qui s'appelle Yolele Food. Exactement, ça je voulais t'en parler aussi parce que du coup, t'as le Teranga, t'as Yolele Food et ça du coup, j'aimerais bien que tu m'en parles. Yolele Food, c'est arrivé juste avant Teranga. Yolele Food, c'est après mon livre de Sénégal, mon livre de cuisine Sénégal. J'avais voyagé et j'avais rencontré pas mal de producteurs et de paysans et de fermiers. Et je me suis dit, il y a un moyen, il doit y avoir un moyen d'aider ces gens-là en faisant la promotion de leurs produits. Donc, à travers le livre, c'était un moyen de faire connaître ces gens-là. Mais au-delà de ça, comment le client américain pourrait avoir accès à certains produits sénégalais? Donc là, je me suis dit, si je commence une compagnie Yolele Foods, je pourrais peut-être créer une chaîne de valeur qui arrivera jusqu'au marché américain. Là, j'ai commencé à penser quel serait le produit idéal pour commencer cette organisation-là. Et c'est à Kédougou que j'ai trouvé ce produit. Il s'appelle le fonio. Kédougou, qui est la région au sud-est du Sénégal, à la frontière de la Guinée qu'on a créée. Cette céréale, c'est une ancienne céréale qui est sans gluten, qui a plus de 5000 ans et qui n'est pas très connue. Même au Sénégal, les gens ne la connaissent pas, à part dans la zone de Kédougou et dans certaines zones de Casamance. C'est nutritif, c'est digeste, c'est léger, c'est délicat, c'est vraiment délicieux, quoi. Et c'est versatile. Pour un chef, c'est idéal parce qu'on peut faire tellement de choses avec le fonio. Ouais. Et donc, je me suis dit, je vais commencer avec Yolele Foods, le nom de ma compagnie. On va commencer à essayer d'emballer ça avec notre marque et présenter ça au marché américain. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et petit à petit, en 2017, on a eu Whole Foods. Ce qui est génial. Voilà, Whole Foods a commencé avec un marché déjà, juste Whole Foods de Harlem d'abord. D'accord. Mais immédiatement, ça a pris Whole Foods, tous les Whole Foods de New York ont pris dans l'année, et puis la région nord-est. Et aujourd'hui, je suis heureux de t'annoncer que tous les Whole Foods des États-Unis maintenant vendent Yolele Foods. Congrats. Que dans tout ça, enfin, tu vois, t'aurais pu être un chef cuisinier qui fait sa cuisine et qui s'en satisfait. Pourquoi t'as voulu justement mettre en avant ces talents-là? Est-ce que c'était une mission que t'avais en toi personnellement? En fait, moi, je voulais contribuer. Comme je te dis, quand je voyageais, des gens fantastiques, des gens toujours généreux qui partageaient tout leur savoir avec moi. Et c'était des gens qui étaient humbles et pauvres, quoi, qui n'avaient pratiquement rien du tout. Bien sûr. Voilà. Ouais. Et moi, étant un chef qui vit à New York, je voyais la richesse qu'ils avaient parce que je voyais un produit comme le fonio. Je dis, et le fonio, si ça arrive aux États-Unis, ça va exploser. Ça peut exploser parce que je connaissais le quinoa, par exemple. Le quinoa, c'est un produit pareil. Bien sûr. Le quinoa. De Bolivie et de Colombie. Ouais. Voilà, de Bolivie, Colombie, Chili, Pérou et tout ça. Et eux, ils ont explosé aux États-Unis. Et donc, moi, je me dis, ça, c'est un truc que je dois pouvoir le faire, mais sans tomber dans le piège du quinoa. Ouais. Je veux que ce soit ces paysans-là qui bénéficient de ce succès parce que c'est leur produit. Et donc, c'est dans cette mission-là que Yolele s'est lancé. On s'est dit, on va travailler, on va trouver des partenaires qui sont dans le même état d'esprit. Bien sûr. Et j'ai vu ça comme aussi un modèle de développement. Je me suis dit, ça peut transformer nos sociétés, nos économies, surtout les économies rurales. Tout à fait. Et pas que le Sénégal, parce que le marché américain, le Sénégal ne peut pas le satisfaire, c'est clair. Donc c'était toute la zone. C'est pourquoi le fonio qu'on vend ici, il vient du Mali, il vient du Ghana maintenant, il vient du Burkina Faso bientôt. Ouais. De Guinée. Donc voilà quoi, on veut extendre ça et on veut vraiment que ce soit un modèle de développement et que d'autres entreprises de ce genre s'en suivent et que les gens s'inspirent de ça pour transformer quoi, que l'Afrique devrait être plutôt importateur, pas exportateur. On devrait être, je veux dire le contraire quoi, doit être exportateur et pas importateur. Voilà, on devrait nourrir le monde. On a 60% des terres arables. On ne devrait pas être des gens à demander tout le temps alors qu'on a cette richesse. Complètement. Je suis toujours chef dans ce sens que même ces produits que je vends dans les supermarchés, j'ai commencé maintenant à présenter, c'est plus juste les graines de fonio. Maintenant, on a une série de produits de fonio dérivés du fonio. Donc, c'est des pilafs. Voilà. Donc, les gens viennent dans les marchés maintenant, ils peuvent acheter un fonio greens, par exemple. Et donc, il y a dedans, il y a du moringa, il y a des épinards et tout. Et donc, ils ont juste ajouté de l'eau et mettre dans leur cuisine, dans leur casserole. Et c'est prêt en 5 minutes. Ah, super. On a des chips de fonio qui vont arriver dans quelques mois dans le marché. Et c'est des chips de fonio aussi, différentes saveurs. Top. Mais nous, on n'a pas ça en France, hein. C'est pas juste. Hein. Et ça vient juste de sortir. Non, ça va venir. C'est l'objectif, hein. Super. Teranga, c'était ça. Donc, je voulais que les ingrédients qu'on sert à Teranga soient des ingrédients de ces mêmes producteurs en Afrique. Donc, le client, quand il arrive, il voit du fonio. Il a le choix pour avoir le fonio, jollof fonio. Il a du riz rouge du Libéria. Il a du attiéké de Côte d'Ivoire. Et voilà, donc ça, c'était des choix que maintenant,
quand on vient à Teranga, on peut avoir une cuisine africaine, mais on fait ton propre plat. Cadre est élégant, c'est des grandes tables, on partage les tables. Il y a une belle vue de Central Park, donc c'est sur la 5e avenue, c'est vraiment un cadre. C'est top. Et donc toi aujourd'hui, Pierre, donc t'es un fervent défenseur du fonio. Tu fais plein de conférences aussi. Ouais. T'as écrit des livres. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est un peu ce que j'appelle le sweet spot. T'arrives à New York avec ton ambition de faire de la physique-chimie. Là, aujourd'hui, là où tu en es, est-ce que tu pourrais m'expliquer en quoi tout ce que tu fais aujourd'hui te correspond parfaitement? Comment est-ce que tu te sens à ta place? Ben, écoute, moi, je sens que toutes mes activités sont des extensions de ma personne, hein. Moi, je suis déjà d'abord un Sénégalais, bien sûr. Donc, il y a cette culture du partage. Tu vois, cette culture qu'on appelle la teranga, ce que je sais pourquoi j'appelle mon restaurant la teranga. Oui, la teranga, c'est l'hospitalité sénégalaise. Qui est innée en moi. Et j'ai toujours voulu, tu vois, à travers mon travail, exprimer ça. Donc, quand j'ai créé le teranga, c'était pour partager cette culture. C'était pas juste pour faire un restaurant. Cet amour que j'ai, cette cuisine que j'aime, mais au-delà de là, c'est une expérience. La musique, tu rentres dans le restaurant, il y a une musique qui a été comment on dit curate? Qui a été élaborée? Qui a été élaborée, mais bien choisie. En allant vers les toilettes, il y a une galerie avec une énorme collection de livres. Le Teranga, c'est connu pour ça. Tu vois ça parce que... Non, mais je vais venir. New York, ça fait depuis 2013, je suis pas venue. Ça fait longtemps. Il faut venir. Ça, j'adore lire. Donc, il y a tous ces livres-là sont disponibles aux gens parce que les gens viennent, c'est relax, ils peuvent s'asseoir, prendre leur café. Et en même temps que cela, je sers des produits, comme je te disais, c'est des produits qui sont non seulement, bio, nutritifs, mais de chez moi aussi, des produits de l'Afrique. Donc, je présente cette Afrique-là que je veux qu'il soit présentée, quoi. Pas une Afrique, malheureusement, celle que les médias présentaient souvent. Bien sûr. Pierre, une question que je pose souvent à mes invités, c'est pendant ton parcours, est-ce que tu as eu une erreur, une difficulté, un échec que tu as connu et qu'est-ce que tu en as tiré? Automatiquement, je vais penser à la fermeture de mon premier restaurant. Si je pense plus, je suis sûr qu'il y en a eu d'autres aussi, hein. Bien sûr. Mais celui-là, il m'a marqué parce que, comme je disais, c'était mon premier restaurant. J'étais dans l'euphorie du succès parce que ça a été reconnu, les gens venaient, le restaurant était beau, j'étais fier. Et malheureusement, le partenariat n'était pas ce qu'il fallait, quoi. J'avais mal pensé ça. Tu vois, si c'était à refaire, je l'aurais pas refait la même chose. Mais par contre, cette expérience a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Si je ne l'avais pas fait, si je n'étais pas passé par ça, je n'aurais pas réalisé aujourd'hui Yolele, le restaurant, la ligne de produits, Whole Foods et tout ça. C'est dû à ça, quoi, à ce succès-là. Parce que j'en suis ressorti encore plus convaincu que je tenais le bon bout et qu'il fallait juste, quoi, que je me dépoussière et que, voilà, quoi, je reprenne mon courage à deux mains. J'ai jamais eu peur des risques, hein. Je me suis dit, c'est tout ou rien, donc c'était ça pour le premier aussi. Le deuxième, pareil, quand je l'ai fermé aussi, c'était pareil, c'était un échec, quoi. C'est une décision difficile à prendre parce que je voyais pas ce qu'il y avait après. Toutes ces années, j'étais la tête dans le guidon, là, en train de foncer. Et puis tout d'un coup, il y a le mur et ça va finir. C'est fini, c'est la fin. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais pas aller retourner travailler dans un restaurant parce que je peux plus le faire. J'ai fait ça. Donc, il faut que je me réinvente. C'est toujours comme ça. C'est une constante réinvention. Même aujourd'hui, on se réinvente encore. Donc, c'était ça, hein. J'étais l'échec. Je suis content de l'avoir eu, quoi. Mais c'était un échec qui était dur. Oui, l'échec n'est pas simple à accepter. Ouais. Et toi, quel conseil tu donnerais à ces personnes qui, justement, se posent un peu des questions, qui sont un peu au pied du mur, au bas du mur, comme tu le dis, et voilà, et qui ne savent pas trop vers où aller? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? D'abord, eux, je leur conseillerais, s'ils sont au pas du mur, ils vont se rendre compte bientôt dans le futur, et c'est le meilleur point de départ, que cet échec-là, il est nécessaire, quoi. Moi, je crois que ceux qui ont encore eu d'échecs, je leur conseillerais plutôt de foncer vite vers l'échec, quoi. Parce que l'échec, c'est la meilleure école. On t'apprendra pas ça en école de business, on t'apprendra pas ça en école de quoi que ce soit. Souvent, en plus, en école de business, on n'a jamais d'échec, hein, c'est ça le problème. Voilà. C'est ça notre gros problème. Voilà. Alors que c'est le plus important. Et le plus tôt tu l'as, le mieux c'est. Parce que si tu l'as trop tard, quand tu n'as plus la passion et tout, là c'est compliqué. Mais ce n'est jamais trop tard, je pense, d'abord pour commencer. Parce que moi j'en ai eu et puis ils reviennent. Bien sûr. Mais le plus tôt et le plus tu les as, le plus d'expérience tu accumules. Donc n'ayez pas peur des échecs du tout. En fait, moi je crois que le secret pour ça, c'est quand on embrasse l'échec, c'est là que la transformation commence. Quand on est dans l'échec et on continue à se morfondre, c'est clair qu'on ne peut pas voir le futur. Moi, c'est l'expérience que j'ai eue et je suis sûr que c'est universel et c'est pourquoi je la partage avec tout le monde. Au moment où j'accepte, il y a une métamorphose et je vois la lumière au bout du tunnel. Immédiatement, je vois comment le chemin à prendre. Et les opportunités viennent aussi, hein. Les opportunités viennent à ce moment-là. Ouais. C'est juste une étape. C'est ça. Comme tu le dis, hein, le fait aussi de prendre l'échec comme une opportunité.
face à l'échec, tu as deux personnes qui vont réagir différemment. Mhm. L'une peut être hyper résiliente et d'autres qui vont se morfondre, mais du coup, c'est justement l'interprétation que la personne en fait, quoi. Voilà, c'est ça, c'est tout. Et c'est sûr que, bien sûr, c'est facile à dire. C'est sûr que au début, ça fait mal. Et tout le monde, bien sûr, prend le temps d'accuser le coup, mais relève-toi. Parce que c'est important de savoir se relever, quoi. Accuse le coup et reconnais que c'est fini. Cette étape-là est passée. Accepte ça. Et quand tu l'acceptes, et tu l'acceptes sincèrement, tu vois les portes qui s'ouvrent. Et tu vois que ces portes sont encore meilleures que celles que tu viens de fermer. Ça a toujours été le cas. Non, c'est vrai, c'est vrai. Alors, je suppose que tu as des journées à rallonge. Parce que, voilà, tu as ton resto, tu as tes livres, tu as tes conférences. Mm-hmm. Il y a une question que je pose souvent, c'est est-ce que tu as des grands principes d'organisation? Tu peux me les partager. Une bonne question, parce que moi, je suis pas très organisé par nature. D'accord. Je viens d'apprendre que très tard dans ma vie qu'en fait, je souffrais on appelle ça ADHD here. Ça s'appelle Attention Deficit Disorder. Donc, c'est une sorte de pathologie. Je suis pas attentionné. D'accord, oui, les troubles de l'attention. Voilà, les troubles d'attention. Malheureusement, heureusement. Je crois que j'ai ça depuis mon enfance, parce que même à l'école, Ah ouais. et donc, voilà. Donc, j'ai jamais été organisé. Et c'était dû à ça. Et donc, bon, maintenant, maintenant, je fais plus attention. Mais ça en est bien sorti quand même, hein. Je pense que pour être chef, tu dois être enfin, ça doit être neat, non? Ça doit être hyper rythmé et tout, non? Voilà. Et donc, en cuisine, c'est différent. En cuisine, et c'est là que j'ai appris, c'est grâce à la cuisine. Parce que c'est un travail qui nécessite tous tes sens. Il faut être présent en cuisine. Il faut être très organisé parce que ça commence par la mise en place. On appelle ça la mise en place. C'est avant le service. Comment tu t'organises, tes ingrédients, tes recettes, tes préparations. Tout ça, ça va être très minutieux, très bien organisé. C'est là le secret de ton service. Que tu vas faire un bon service si tu as une bonne mise en place. Si tu n'as pas une bonne mise en place, tu vas te retrouver dans le jus. Et ça, c'est une loi universelle de la cuisine. Et en fait, c'est une loi universelle de la vie carrément, quoi. Ouais, c'est une loi de la vie. Bah, en fait, moi, je posais cette question naïvement, en me disant, comme t'es chef, tu dois être hyper rythmé, hyper carré, hyper organisé sur tes tâches, en pensant que ça allait être pareil dans ta vie, mais en fait, c'est pas le cas. Non, c'était pas le cas, parce que moi, en cuisine, j'étais organisé. Le reste du temps, il fallait voir. C'est pourquoi c'était toujours laborieux. Quand tu vois les choses que j'ai faites, écrire mes livres, ouvrir ces restaurants et tout ça, si j'avais cette organisation-là, j'étais mieux organisé, j'aurais pu faire encore des miracles, quoi. Ouais, encore mieux. Voilà, encore mieux. Ouais, mais en tout cas, ce que tu as fait déjà est top, hein. Mais oui, c'est intéressant. Maintenant que je peux le faire, je me suis entouré d'une bonne équipe. Chacun a son expertise. Ils sont tous meilleurs que moi dans ce qu'ils font. Le secret de savoir s'entourer de personnes pour aller plus loin que nous, là où on peut aller. Ah, c'est important. Heureusement, la technologie aujourd'hui, on peut aussi avoir. Là, je suis en Californie. Je suis sur mon téléphone, sur mon Slack, l'équipe de Yolele Foods. Je vois exactement ce qu'ils font. Ouais. En ce moment, du marketing directeur, du business development director, mon partenaire. Le travail se fait. Et moi, je suis le travail sans être, voilà, quoi. Puis c'est ça aussi, le fait d'être manager, de pouvoir laisser travailler les gens et pouvoir le faire. Voilà, exactement. Et donne-leur d'ailleurs l'opportunité de montrer ce qu'ils peuvent faire. Et souvent, ils t'emmènent à des endroits où tu n'avais même pas pensé aller. Absolument. Tout à l'heure, tu as dit que tu aimais beaucoup lire. Mm-hmm. Est-ce que tu peux me partager un livre qui t'a particulièrement marqué et pourquoi il t'a marqué? Il y en a eu beaucoup, hein. Écoute, je prendrai Amadou Hampâté-Bâ. Ouais, lequel? Kaïdara. Super. J'ai adoré parce que c'est un livre, c'est ésotérique, c'est un classique, mais il est tout petit. Oui. C'est une sorte de légende, c'est un mythe en fait. C'est l'initiation traditionnelle chez les Bambara, je pense. Mm-hmm. Ce qui me fascine, c'est que c'est la culture africaine, la culture traditionnelle africaine. Je suis fasciné par ça et surtout l'initiation, cette étape-là où on passe de l'enfance à l'âge adulte. Et il y a ce côté ésotérique et toutes les leçons de la vie qui viennent avec ça et ce qui est essentiel. Et donc, moi, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Et d'autres livres, L'Enfant Peul, j'ai aussi aimé. D'autres livres d'Hampâté-Bâ, j'ai aimé aussi. Ouais, ce sont des classiques. Des classiques. Cheikh Anta Diop, j'aime bien aussi. J'aime bien parce que c'est aussi ça te parle de la grandeur de notre peuple. Ouais. J'ai une collection de livres de cuisine qui est énorme aussi. J'imagine bien. Ça, j'imagine. Ouais. Depuis tes 5 ans, ça te suit. Ça me suit. Ça me suit. Et quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, je crois que c'est le conseil que mon oncle m'a donné quand je quittais le Sénégal, que je venais aux États-Unis. Et lui, il avait connu les États-Unis parce qu'il voyageait beaucoup. Et il m'a dit, tu vas dans un pays où tu as tout pour réussir et tu as tout pour échouer. Et c'était mon motto, quoi. Ouais, choose wisely. Voilà, choose wisely, tu vois, c'est toi, en fait. Super. Comment est-ce que tu progresses de manière personnelle?
Ben, écoute, je crois que il y a une force supérieure au-delà de moi, j'y crois. Mhm. Et j'essaie d'être connecté à cette force. Je le fais avec un rituel. Par exemple, moi, le matin, avant de commencer toutes mes activités, j'ai une séance certains l'appellent méditation, d'autres l'appellent prière, d'autres l'appellent juste silence pour me recueillir. Et j'essaie d'avoir ces moments-là de temps en temps à travers ma journée aussi. Donc, je crois que ça me recentre. J'essaie de me recentrer. Et c'est important parce que pour moi, sinon je me perds vite, quoi. Je me perds vite et c'est important. Ça te rappelle que voilà, tout ça, c'est que de la vanité. Ça va partir. Je crois que c'est ce qui me tient. Super. Quel est ton moteur? Qu'est-ce qui te drive dans la vie? Pourquoi tu te lèves le matin, en fait? J'ai une mission à accomplir dans cette vie et je suis excité de me lever le matin pour continuer cette mission. Je suis excité de me lever le matin et juste connecter avec mon Slack et voir que ce que mon équipe est en train de faire. Je pense que en le faisant, ils sont en train de contribuer au développement d'une partie de l'Afrique la plus démunie, la zone rurale. Nous sommes en train de présenter à une partie du monde, ici les États-Unis, on leur présente un produit de qualité de l'Afrique. On leur présente une Afrique qu'ils ne connaissaient pas, dont ils ne se soupçonnaient pas. Ouais. Donc ça m'excite, ça. Et tout ça, c'est à travers la nourriture, la cuisine, la culture. Donc c'est. Super. Et qu'est-ce que la réussite pour toi? Comment tu définirais la réussite? C'est pouvoir dormir sans trouble, hein, et se réveiller sans trouble. Je crois que c'est ça la réussite, hein. Tout est relatif. En fait, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de matériel. Beaucoup de gens ont énormément d'argent, mais ils dorment pas en paix. Ouais. Comme tout entrepreneur, hein, j'aime l'argent, j'aime le succès, mais je relativise, quoi. Je pense que la réussite, ce n'est pas juste cela, quoi. Ce n'est pas juste le matériel, c'est pouvoir être en paix avec sa conscience. Complètement. Et est-ce que, Pierre, il y a quelque chose qui te tient à cœur et qu'on n'a pas évoqué pendant cette conversation enrichissante? J'ai beaucoup appris. C'est vrai? Moi, j'adore. Je me régale. Ouais. Ah, je suis content. Pour dire que le changement, c'est quelque chose qu'il faut embrasser, quoi. Le changement, il est nécessaire. Il n'y a pas de révolution sans changement. Et donc, si on veut vraiment une révolution dans sa vie ou dans sa société, il faut accepter que ça va se faire avec un changement. Et le changement, ça se passe tout le temps, en fait. Il faut donc l'accepter, il faut l'embrasser, il faut le chercher même. Et il faut le faire de préférence. Moi, je pense que l'homme le plus heureux, c'est celui qui fait ce dont il est passionné, quoi, et qui en fait sa vie. Du coup, il ne travaille plus, quoi. Moi, je pense pas que je travaille, quoi. Je trouve pas je sais pas si je triche, quoi, carrément, parce que j'adore ce que je fais. Quand je suis en cuisine, j'adore ce que je fais en cuisine. Quand je fais mes conférences, je parle de ce que j'adore parler. Quand j'écris mes livres, c'est moi qui choisis les thèmes. Quand je fais ce que j'aime faire, quoi. Et chacun peut faire son niveau. Mais c'est ce que disait Confucius. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Voilà, exactement. C'est vrai, c'est ça en fait. C'est ça le secret. On n'a pas besoin de se torturer à faire des choses qu'on n'aime pas faire et donc à souffrir 2 fois parce que non seulement on fait ce qu'on n'aime pas faire, mais on rentre chez soi, on dort pas ou bien on pense au boulot qui nous attend demain qu'on déteste. Ouais, ce que je dis à chaque fois, c'est qu'en fait, quand on est malheureux, mine de rien, on le fait sentir aux autres qui nous entourent. Ben ouais. Et en fait, c'est la pire des choses parce qu'en fait, déjà, on se rend pas service à nous et en fait, on rend pas service aux autres non plus. Voilà. À notre famille, à nos amis, etc. Exactement. Donc, on se retrouve coincé dans ce cercle vicieux-là parce qu'on continue, parce que il y a un salaire qui vient. Et donc là, on pense que le salaire, c'est la finalité. Alors qu'au fond, finalité, c'est notre bien-être. Chacun en soi, quoi. Donc, Ouais, mental et physique, ouais. Mental, c'est important. Complètement. C'est important. Mais moi, j'imagine si je travaille quelque part en cuisine ou ailleurs ou avec des gens dans un cadre que j'aime pas mais je peux pas parce que non seulement j'aime pas, surtout en cuisine, là, c'est pire parce que on peut se faire mal. Il y a du feu, il y a des objets tranchants et tout ça. Donc, si tu n'es pas focalisé, si tu n'aimes pas ce que tu fais, ça peut être dangereux. Mais ça, c'est partout dans la vie. Complètement. Et si on veut te joindre, où est-ce qu'on peut le faire? Sur LinkedIn, Chef Pierre Thiam, et puis Instagram, @Chef Pierre Thiam aussi, c'est facile. Et sur Twitter, Chef Pierre Thiam, voilà. En fait, c'est super connecté. et puis ouais, Facebook, Pinterest, voilà, et tout ça. Et puis mes sites internet, c'est donc pierrethiam.com, si yolelefoods.com et il y a itsteranga.com. Ok, super. Je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Super. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Non, merci à toi, vraiment. Cool. C'était vraiment génial. J'ai beaucoup appris. C'est un plaisir, gars. Bonne continuation et beaucoup de succès pour ton podcast, hein. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci.
Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous trouverez toutes les références dont on a parlé sur le descriptif de l'épisode et sur le site internet. Si vous voulez me contacter pour me poser des questions, me proposer d'autres invités ou juste me dire un mot sympa, n'hésitez pas à me joindre sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram de préférence, sur le pseudo @gatemery ou sur le site internet www.gatemery.com. Je serai ravie de vous lire. Dernière chose, très importante pour moi, c'est de m'aider à faire connaître ce podcast en mettant une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Pourquoi Apple ? Ça permet aux autres de découvrir le podcast plus facilement. Et si vous n'avez pas iTunes, pas de problème, partagez le podcast à 2-3 amis, peut-être que ça pourra les aider et vous me soutiendrez par la même occasion. N'oubliez pas de vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas rater les prochains épisodes. Portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine.